Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais vraiment dit sur votre cerveau, pas votre médecin, pas votre entourage, peut-être même pas vous-même. Et pourtant, cette vérité change tout. Après 40 ans, beaucoup d'entre nous commencent à ressentir quelque chose d'étrange. Un mot qui échappe, un visage familier que l'on met du temps à retrouver. Une pensée qui disparaît avant même d'avoir été formulée. Et on se dit, c'est l'âge. On minimise, on continue. Mais si ce n'était pas une fatalité, et si votre cerveau, ce cerveau que vous croyez usé, fatigué, ralenti, était encore capable de quelque chose d'extraordinaire, pas dans 20 ans, pas avec une pilule miracle, pas avec une technologie du futur. Maintenant, aujourd'hui, avec ce que vous avez déjà en vous. Il existe un chercheur, un homme qui a consacré toute sa vie à comprendre pourquoi certains êtres humains, après les épreuves les plus dures, les pertes les plus profondes, non seulement survivent, mais se reconstruisent, plus forts, plus lucides, plus vivants. Et ce qu'il a découvert ne concerne pas seulement les survivants de traumatismes. Cela vous concerne directement, parce qu'au cœur de ces recherches se trouve un mot, un seul mot. Mais ce mot contient une promesse immense, la résilience, non pas comme une belle métaphore, mais comme un mécanisme réel, mesurable, neurologique, inscrit dans les circuits de votre cerveau. Un code que vous pouvez apprendre à activer. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 5 clés issues de ce code. 5 révélations qui vont peut-être changer la façon dont vous regardez votre mémoire, votre âge et votre propre potentiel. Mais avant cela, je voudrais vous poser une question simple. Quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois, pour la dernière fois? Réfléchissez, parce que la réponse à cette question est peut-être la porte d'entrée vers tout ce qui va suivre. Vous avez peut-être entendu dire, à un moment de votre vie, que le cerveau est une machine figée, qu'après un certain âge, les dés sont jetés, que ce que vous avez perdu est perdu pour toujours. Cette idée a longtemps dominé la médecine, la psychologie, même la culture populaire. On parlait du cerveau comme d'un organe qui se construit dans l'enfance, atteint son sommet à l'âge adulte, puis décline inévitablement avec le temps. Et pendant des décennies, des millions de personnes ont vécu avec cette croyance enfouie quelque part dans leur esprit. Cette conviction silencieuse que vieillir, c'est perdre. Perdre la mémoire, perdre la vivacité, perdre une partie de soi-même. Mais voici ce que la science a fini par admettre, après des années de recherche, d'observation et de découvertes qui ont bouleversé tout ce que l'on croyait savoir. Cette idée est fausse, profondément, fondamentalement fausse. Votre cerveau, même après 40 ans, même après 50, même après 60, possède une capacité que les neuroscientifiques appellent la plasticité neuronale. Un mot technique pour désigner quelque chose de profondément humain, la capacité de se transformer, de créer de nouvelles connexions, de construire de nouveaux chemins là où les anciens semblaient bloqués. Imaginez un instant une forêt dense après une tempête. Certains sentiers sont obstrués, certains arbres sont tombés, mais la forêt, elle, n'est pas morte. Elle se réorganise, elle trouve d'autres chemins, elle repousse. C'est exactement ce que fait votre cerveau lorsqu'on lui en donne l'occasion. Et cette occasion ne vient pas de médicaments complexes ou de protocoles réservés au laboratoire. Elle vient d'une chose beaucoup plus accessible, beaucoup plus humaine. Elle vient de la stimulation, de la nouveauté, du défi que vous offrez à votre esprit chaque fois que vous apprenez quelque chose, chaque fois que vous créez quelque chose, chaque fois que vous sortez du confort de ce que vous savez déjà faire. Les recherches les plus récentes en neurosciences confirment ce que Boris Cyrulnik avait pressenti bien avant que les scanners cérébraux puissent le prouver. Le cerveau répond à l'expérience. Il réagit à ce que vous lui donnez. Il se nourrit de sens, d'engagement, de créativité, et lorsqu'on lui offre ces nutriments invisibles, il ne se contente pas de survivre, des études se reconstruisent. Des études menées sur des adultes de plus de 40 ans ont montré que l'apprentissage d'une nouvelle compétence, qu'il s'agisse d'un instrument de musique, d'une langue étrangère, d'une forme d'art, génère littéralement de nouvelles synapses, de nouveaux ponts entre les neurones, une architecture cérébrale plus dense, plus robuste, plus résistante au temps.
ce n'est pas de la poésie, c'est de la biologie. Et ce qui rend cette découverte encore plus puissante, c'est qu'elle s'applique à tout le monde, pas seulement aux génies, pas seulement aux artistes, pas seulement à ceux qui ont eu la chance d'une éducation privilégiée, à vous, à moi, à n'importe quel être humain qui choisit, consciemment, de ne pas laisser son cerveau en pilote automatique. Parce que le déclin cognitif n'est pas un destin écrit d'avance. C'est souvent le résultat d'un manque de défi, un manque de curiosité, un manque d'engagement actif avec le monde. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que ce manque peut être comblé. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment, il suffit de comprendre que votre cerveau n'attend qu'une seule chose de votre part, que vous lui fassiez confiance, que vous osiez lui donner quelque chose de nouveau à explorer, que vous croyez, encore une fois, en sa capacité extraordinaire de se réinventer. Il y a une idée reçue qui circule depuis longtemps, une idée que l'on transmet sans même s'en rendre compte, de génération en génération, dans les conversations du quotidien, dans les croyances familiales, dans la façon dont on parle des gens qui traversent des épreuves difficiles et qui s'en sortent malgré tout. Cette idée, la voici. La résilience est un don, quelque chose que certains ont et que d'autres n'ont pas. Une qualité mystérieuse, presque magique, réservée à une minorité d'êtres humains exceptionnels, ceux qui semblent invincibles, ceux qui rebondissent toujours, ceux que rien ne semble pouvoir briser durablement. Et face à eux, on se dit souvent avec une pointe d'admiration mêlée de résignation, « Je ne suis pas comme ça, moi, je ne suis pas fait de ce bois-là. » Mais Boris Cyrulnik, après des décennies de recherche clinique, d'observations minutieuses, de rencontres avec des milliers d'êtres humains ayant traversé les expériences les plus douloureuses qui soient, est arrivé à une conclusion radicalement différente. Une conclusion qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur la force intérieure, sur la capacité humaine à se reconstruire, sur ce qui nous permet de continuer à avancer même lorsque tout semble s'effondrer. La résilience, dit-il, n'est pas un don réservé à quelques élus. C'est un mécanisme neurologique, psychologique, profondément ancré dans la biologie de chaque être humain. Un mécanisme que chacun, absolument chacun, peut apprendre à activer. Et cette distinction change le tout. Parce que, si la résilience est un don, alors vous êtes condamné à attendre de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Mais si la résilience est un mécanisme, alors elle devient quelque chose que vous pouvez comprendre, cultiver, développer délibérément, consciemment, jour après jour. Et ce mécanisme, comment fonctionne-t-il concrètement? Il repose sur quelque chose de fondamental dans la nature humaine. La capacité à donner du sens à ce que l'on vit. Non pas à effacer la douleur, non pas à faire semblant que les épreuves n'ont pas existé, mais à les intégrer dans une histoire, son histoire, une façon qui permette de continuer à avancer sans être écrasé par le poids du passé. Et c'est précisément là que le lien avec la mémoire devient fascinant, parce que Cyrulnik a observé quelque chose de remarquable dans ses recherches. Les personnes qui activent ce mécanisme de résilience, celles qui parviennent à transformer leurs expériences difficiles en source de sens et de croissance, présentent des profils cognitifs différents de celles qui restent figées dans la souffrance. Leur cerveau reste plus actif, plus engagé, plus capable d'apprentissage. Comme si le simple fait de donner du sens à sa vie nourrissait directement les circuits de la mémoire, de l'attention. Et cela n'est pas anodin. Cela signifie que la résilience n'est pas seulement une réponse émotionnelle au traumatisme. Elle est aussi, et peut-être surtout, une forme de protection cognitive, une façon de maintenir le cerveau en vie, vraiment en vie, face aux défis que le temps impose inévitablement. Ce qui veut dire que chaque fois que vous choisissez de vous engager dans quelque chose de nouveau, chaque fois que vous décidez de créer, d'apprendre, de vous connecter à ce qui vous donne du sens, vous n'êtes pas simplement en train de passer le temps agréablement. Vous êtes en train d'activer ce mécanisme. Vous êtes en train de nourrir votre résilience neurologique. Vous êtes en train de construire, synapse après synapse, une protection invisible, mais réelle contre le déclin que tant de gens acceptent comme inévitable. Et cette prise de conscience que vous avez en vous la capacité de vous reconstruire, de vous renforcer, de vous protéger, est peut-être l'une des plus libératrices qui soit. Nous vivons dans une époque où l'on parle beaucoup de mémoire. On en parle avec inquiétude, avec peur parfois.
comme si le simple fait de vieillir était synonyme d'une disparition progressive de soi-même. On cherche des solutions dans les compléments alimentaires, dans les exercices cérébraux, dans les régimes spécialisés, et toutes ces approches ont leur valeur certainement. Mais il existe une vérité plus profonde, une vérité que la recherche commence seulement à mesurer avec précision, et que beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment entendu formuler clairement. Cette vérité, la voici. La mémoire ne décline pas principalement parce que le temps passe. Elle décline parce que le cerveau cesse d'être suffisamment stimulé sur le plan émotionnel et créatif. Ce n'est pas l'âge lui-même qui affaiblit la mémoire. C'est ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait plus avec son cerveau au fil des années. Et cette nuance change radicalement la façon dont on devrait envisager le vieillissement cognitif. Pensez à ce qui se passe dans la vie d'un grand nombre de personnes après 40 ou 50 ans. Les routines s'installent, les habitudes se figent, on fait les mêmes gestes, on emprunte les mêmes chemins, on pense les mêmes pensées, on vit dans le confort rassurant de ce que l'on connaît déjà, et ce confort aussi, agréable soit-il, envoie un message silencieux, mais dévastateur au cerveau. Tu n'as plus besoin de t'adapter, tu n'as plus besoin de créer de nouveaux chemins, tu peux ralentir. Et le cerveau, fidèle à sa nature profondément économique, obéit. Il ralentit. Il élague les connexions qu'il juge inutiles. Il réduit l'activité dans les zones qui ne sont plus sollicitées. Non pas parce qu'il est malade, mais parce qu'on ne lui demande plus rien de nouveau. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène le principe d'utilisation ou de perte, use it or lose it, et il s'applique au cerveau avec une précision presque brutale. Chaque capacité cognitive que vous n'exercez pas régulièrement commence progressivement à s'effacer. Pas parce que c'est inévitable, mais parce que le cerveau ne maintient que ce qu'il utilise. Et c'est précisément là qu'intervient la dimension émotionnelle et créative dont parlent les recherches les plus récentes. Parce que ce qui stimule le plus efficacement le cerveau vieillissant, ce ne sont pas les exercices mécaniques et répétitifs. Ce sont les expériences qui engagent simultanément l'émotion, la créativité, l'attention et le sens en point. Lorsque vous peignez, lorsque vous jouez d'un instrument, lorsque vous écrivez, lorsque vous dansez, lorsque vous créez quelque chose avec vos mains ou votre imagination, vous n'activez pas une seule zone de votre cerveau. Vous en activez plusieurs en même temps, les zones liées à la motricité, à l'émotion, à la mémoire, au langage, à la planification. Et cette activation simultanée et coordonnée est exactement ce dont le cerveau a besoin pour rester vivant, alerte et résistant au temps qui passe. Boris Cyrulnik a observé dans ses travaux que les personnes qui maintiennent une vie émotionnellement riche et créativement engagée vieillissent différemment des autres. Leur mémoire reste plus stable, leur attention plus aiguisée, leur capacité à apprendre de nouvelles choses plus présentes, non pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils ont continué, consciemment ou non, à nourrir leur cerveau avec ce dont il a le plus besoin, de la nouveauté, du sens, de l'émotion et de la création. Et ce que cela signifie pour vous est profond et libérateur à la fois. Si le déclin de la mémoire est largement lié à un manque de stimulation créative et émotionnelle, alors vous avez entre vos mains, littéralement entre vos mains, une partie importante de la solution. Vous avez le pouvoir de changer la trajectoire de votre cerveau, non pas en vous résignant à ce que le temps impose, mais en choisissant activement, chaque jour, de lui offrir ce dont il a besoin pour continuer à se construire plutôt que de se défaire. Il y a une erreur de perception que presque tout le monde commet, une erreur si profondément ancrée dans notre façon de voir le monde qu'on ne la remet jamais vraiment en question. Cette erreur, c'est de croire que les activités créatives, peindre, jouer d'un instrument, écrire, sculpter, danser, chanter, appartiennent au domaine du luxe, au domaine du superflu, à ce que l'on fait quand on a du temps à perdre, quand les choses sérieuses sont terminées, quand on a besoin de se distraire d'une vie qui, elle, se passe ailleurs. On les appelle des loisirs, on les traite comme des récompenses, on les reporte à plus tard, à la retraite, à ce moment hypothétique où l'on aura enfin le temps. Mais ce que la neuroscience moderne nous révèle avec une clarté de plus en plus indiscutable, c'est que cette façon de voir est non seulement erronée,
elle est dangereuse. Parce que ces activités que l'on considère comme secondaires sont en réalité parmi les outils les plus puissants dont dispose l'être humain pour protéger son cerveau contre le vieillissement cognitif. Ce ne sont pas des loisirs, ce sont des médicaments neurologiques. Et comme tout médicament, leur efficacité dépend de la régularité avec laquelle on les utilise. Lorsque vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, quelque chose de remarquable se produit à l'intérieur de votre cerveau. Les chercheurs qui ont étudié ce phénomène, avec des scanners cérébraux, ont observé une activation simultanée et coordonnée de zones qui, dans la vie quotidienne ordinaire, fonctionnent rarement ensemble avec cette intensité. Le cortex moteur, qui gère vos mouvements, le cortex auditif, qui traite les sons, le cortex préfrontal, qui planifie et prend des décisions, le système limbique, qui traite les émotions, et l'hippocampe, cette structure cruciale au cœur de la mémoire. Toutes ces régions s'allument en même temps, comme une symphonie intérieure, créant entre elles des connexions nouvelles, des ponts synaptiques que le cerveau n'aurait jamais construits autrement. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces connexions ne disparaissent pas une fois que vous posez votre instrument. Elles restent, elles s'accumulent, elles renforcent progressivement l'architecture globale de votre cerveau, le rendant plus dense, plus interconnecté, plus résistant aux atteintes du temps. Les neuroscientifiques utilisent le terme de réserve cognitive pour décrire cette richesse structurelle que certains cerveaux développent au fil des années. Et cette réserve cognitive fonctionne comme un matelas de protection. Plus elle est épaisse, plus le cerveau peut absorber les chocs du vieillissement sans que les symptômes du déclin ne deviennent visibles. Des études ont montré que des personnes ayant pratiqué des activités créatives de façon régulière tout au long de leur vie présentaient, à l'autopsie, des cerveaux biologiquement atteints par la maladie d'Alzheimer, mais sans avoir manifesté les symptômes caractéristiques de cette maladie de leur vivant. Leur réserve cognitive était suffisamment riche pour compenser les dommages. C'est une découverte qui devrait changer radicalement la façon dont nous envisageons la prévention du déclin cognitif. Et Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience, rejoint cette réalité neurologique par un angle différent mais complémentaire. Il a observé que les individus qui maintiennent une pratique créative régulière développent non seulement une meilleure résistance au déclin cognitif, mais aussi une capacité émotionnelle plus grande à faire face aux défis de l'existence. Comme si la créativité nourrissait simultanément le cerveau et l'âme. Comme si chaque acte de création, aussi modeste soit-il, envoyait au cerveau un message fondamental. Tu es encore capable, tu es encore vivant, tu es encore en mouvement. Et ce message, répété jour après jour, semaine après semaine, année après année, construit quelque chose d'invisible, mais d'indestructible à l'intérieur de vous. Une forteresse neurologique. Une armure silencieuse. Une protection que personne ne peut vous enlever. Parce qu'elle est tissée dans la structure même de votre cerveau. Dans chaque connexion que vous avez créée. Dans chaque moment où vous avez choisi de créer, plutôt que de subir. Il existe en chacun de nous quelque chose que l'on ne voit pas. Quelque chose que l'on ne touche pas. Quelque chose que même les scanners les plus sophistiqués ont du mal à saisir dans toute sa complexité et dans toute sa puissance. Quelque chose qui ne figure dans aucun bilan médical, qui ne s'évalue dans aucun test cognitif standard, et pourtant quelque chose qui détermine, plus que presque tout le reste, la trajectoire de notre cerveau au fil des années. Ce quelque chose, Boris Cyrulnik l'a cherché toute sa vie. Il l'a observé chez des enfants qui avaient tout perdu et qui s'en étaient sortis. Il l'a retrouvé chez des adultes brisés par l'existence qui avaient réussi à se reconstruire. Il l'a vu à l'œuvre dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, là où la raison aurait dû céder, là où l'esprit aurait dû s'éteindre. Et pourtant il ne s'est pas éteint. Et après des décennies d'observations, de recherches, de rencontres avec des milliers d'êtres humains aux destins les plus divers, il est arrivé à une conclusion que l'on pourrait résumer en quelques mots, mais dont les implications sont vertigineuses. Il existe en chaque être humain un code intérieur, une clé psychologique profonde, qui lorsqu'elle est activée, transforme radicalement la relation du cerveau au temps, au vieillissement et au déclin. Et cette clé n'est pas réservée aux forts, elle n'est pas réservée aux privilégiés, elle n'est pas réservée à ceux qui ont eu une enfance heureuse ou une vie sans épreuve. Elle est en vous. Elle a toujours été en vous. Simplement,
personne ne vous a jamais vraiment appris à l'utiliser. Ce code repose sur 3 éléments fondamentaux qui s'alimentent mutuellement et qui ensemble créent quelque chose que la science commence à peine à mesurer dans toute son étendue. L'élément, c'est le sens, cette capacité à percevoir sa propre vie non pas comme une succession d'événements subis, mais comme une histoire que l'on construit activement. Une histoire dont on est l'auteur et non simplement le personnage passif. Le deuxième élément, c'est le lien, cette connexion profonde avec les autres, avec ce qui nous nourrit émotionnellement, et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre traversée du temps. Et le troisième élément, le plus souvent négligé, le plus souvent sous-estimé, c'est la création, cet acte fondamentalement humain qui consiste à produire quelque chose qui n'existait pas avant, à laisser une trace, à transformer l'intérieur en quelque chose de visible, de tangible, de réel. Et c'est précisément là que tout se connecte, parce que lorsque ces 3 éléments sont présents simultanément dans une vie, le sens, le lien et la création, le cerveau entre dans un état que les neuroscientifiques associent à une résilience cognitive maximale. Un état dans lequel les mécanismes de protection naturelle du cerveau fonctionnent à leur plein potentiel. Un état dans lequel la neuroplasticité reste active bien au-delà de ce que l'on croyait possible. Un état dans lequel le déclin, s'il survient plus tard, plus lentement, avec moins d'impact sur la qualité réelle de la vie. Et ce qui est profondément bouleversant dans cette découverte, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un artiste reconnu pour activer ce code. Vous n'avez pas besoin d'exposer vos tableaux dans une galerie, de publier un roman, ou de monter sur une scène. Il vous suffit de créer. Vraiment créer, de vous asseoir devant une feuille blanche et de la remplir de ce qui vit en vous. De prendre un instrument et de laisser vos doigts chercher quelque chose que vous n'avez jamais encore trouvé. De jardiner, de cuisiner, de photographier, d'écrire, de construire, peu importe la forme que prend votre création, ce qui compte, c'est l'acte lui-même. C'est l'engagement total de votre être dans quelque chose qui vous dépasse et qui vous révèle à vous-même. Parce que chaque fois que vous créez, vous activez ce code. Chaque fois que vous créez, vous envoyez à votre cerveau le signal le plus puissant qui soit, le signal que vous êtes encore là, que vous êtes encore présent, que vous choisissez encore de vivre pleinement plutôt que de simplement traverser le temps.